rochers, rocheuses, précieux auditeurs, précieuses auditrices, à notre émission Le Rock Show. Je suis votre gorgone bienveillante, toute dévouée. Je suis très heureuse de vous accueillir sur mon île en avril. Drôle de mois que ce mois d'avril quand même cette année. Il y avait de la chaleur d'été et de la neige d'hiver. En fait, je chantais des chansons de Noël dans ma tête. Au mois d'avril, je trouvais ça drôle. Noël était dans nos tulipes. Il y avait de la neige par-dessus les pissenlits. C'était donc un mois de grands paradoxes. Ouais. Les fleurs printanières, c'est des fleurs fortes. Fleurs à casque. Elles sortent de terre avec une grande détermination. En fait, c'est comme des fleurs guerrières, je trouve. Des fleurs compactes. Elles sont comme conçues pour résister au froid. Hein, elles ont des lignes et des textures d'efficacité, ces fleurs. Hein, les tulipes ont survécu à ce froid quand même. 2 jours de froid, là, avec du gel au sol, puis toute la nuit. J'étais vraiment impressionnée. Les cygnes de Sibérie aussi. Hein, ça, c'est des toutes petites fleurs à clochettes bleues, bleu foncé, bleu ciel. Bleu nuit, qui ont survécu aussi. Du moins à Montréal. Hein? En tout cas, moi, c'est mon symbole de beauté forte et de beauté résiliente du mois d'avril et du mois de mai. Elles survivent même s'ils gèlent. Je les adore. J'étais très inquiète pour elles, mais finalement, elles étaient plus fortes que je pensais. Donc, ce sera l'un de nos symboles paradoxaux de l'émission ce mois-ci, je pense. Force et lenteur. Beauté résiliente. Yeah! Le 1er mai, c'est bientôt. Hein, les Celtes fêtaient Beltane, et les païens aussi. Hein, moi, je fête Beltane aussi. C'est une fête qui célèbre la nature, la joie, la danse, la musique. Hein, c'est un moment où on célèbre l'amour. On dit au revoir à l'hiver. On est un petit peu écœurés des grands géants. On leur dit bye-bye. Revenez l'année prochaine. On prend un break, s'il vous plaît. On allume des feux de joie et on se marie pour 1 an et 1 jour. Ça, c'est chouette. On peut renouveler nos vœux de Beltane chaque année. On les renouvelait soit avec la même personne ou soit avec une personne différente. On célèbre la vie qui revient dans toute sa sensualité naturelle. Alors, vive Beltane. Aujourd'hui, je vous parle d'une pierre qui va très bien avec Beltane. Elle est sublime. Elle transporte beaucoup de choses dans sa petite boîte à lunch de roche. Elle transporte le mystère, la célébration du beau et de la vie dans toute sa splendeur. Et ce, depuis des millénaires. Et elle a une histoire avec son nom, son appellation, qui est assez farfelue et drôle. Je vous parle de l'amazonite, la belle bleue, la belle turquoise, la belle verte. La belle tout court. Hein. Pour moi, c'est la belle reine bleue. Elle est rafraîchissante, elle est magique, elle est mystérieuse, elle mérite des poèmes, des odes et des opéras. Rien de moins. Elle est importante un peu partout en termes de gisements sur la planète. On en trouve en Russie. Elle était très appréciée de Catherine de Russie. On en trouve au Canada aussi. C'est une pierre de chez nous. Une pierre aux États-Unis, on en retrouve aussi. On en retrouve au Brésil. On en retrouve un peu partout. Elle est aimée par les peuples du Néolithique qui l'exploitent et la taille déjà il y a environ 10 000 ans. C'est pas rien. Je pense qu'elle bat mon agate en termes de présence avec l'homme. Certains artefacts d'amazonite ont été retrouvés dans le désert du Sahara. Parce qu'autrefois, cette région de la Terre était luxuriante. Alors, le Sahara, c'est une région terrestre qui, dans un cycle d'environ, je dirais, 8 000 à 10 000 ans, change complètement d'aspect et passe de la luxuriance la plus totale à l'aridité la plus complète. Donc, à l'époque, on trouvait beaucoup de peuples qui y vivaient. Et les traces qu'ils ont laissées laissent entendre qu'ils étaient quand même assez nombreux. Cette pierre est un feldspath. Là, on entre dans une nouvelle espèce minérale. Je sors de ma zone de confort encore. Elle fait partie des feldspaths potassiques. Donc, avec une large propension de potassium dans sa chimie. Elle est dans la subdivision des microclines. Bon, qu'est-ce que ça mange, ces affaires-là? Microcline,
Ça veut simplement dire que la roche est formée à basse température. Donc, essentiellement dans des filons hydrothermaux. Des filons hydrothermaux, c'est des failles dans les sous-sols qui se remplissent d'eau de façon sporadique, là, qui se remplissent d'eau chaude. Et cette eau chaude, elle est comme remplie de minéraux. C'est saturé en minéraux. C'est comme une grosse soupe trop salée. Donc, sa cristallisation à notre feldspathe potassique microcline est triclinique. Oh, j'adore ça, c'est comme des mots magiques. J'ai l'impression que je fais des incantations. Donc, sa cristallisation est triclinique. Donc, ça veut juste dire que c'est un peu incliné. Microcline aussi, ça veut dire ça. Donc, c'est pas très symétrique. Et parfois, selon mes lectures, ce n'est pas du tout. Donc, sa forme est donc plutôt libre. En fait, c'est comme des gros cristaux. Vous irez voir, en fait, sur Internet, parce que moi, je possède pas d'amazonite en cristaux. Et je ne peux pas mettre des photos qui ne m'appartiennent pas sur le podcast, donc vous irez voir. Donc, c'est pas une pierre nette, comme pour d'autres pierres qui ont des lignes très nettes. Là, ici, on est dans un petit chaos bleu. On la trouve souvent en macle. Bon, évidemment, c'est pas la seule pierre qu'on trouve en macle, mais on la trouve souvent en macle. Et d'ailleurs, elle est souvent amie avec un cristaux de quartz fumé qui traverse la macle. Donc, elle est comme en groupe. Une macle, c'est un groupe de cristal vraiment orienté dans tous les sens. C'est comme un beau bouquet de fleurs de roche. Et moi, je le voyais, j'ai comme tout de suite vu ça comme un beau bouquet de femmes fortes, toutes différentes, qui regardent ensemble dans des directions différentes. C'est comme si on regarde dans notre direction à nous, mais on est unis par la macle. C'est si beau. Voilà. Alors, c'était mon image, c'est l'image du mois. On est tous unis par la macle. Je me trouvais drôle. C'est pas une pierre de structure. Comme notre fluorite, vraiment. Ou comme la pyrite ou le quartz qui peut être très, très, très segmenté puis très pointu, symétrique et tout ça. Je dirais, moi, je la vois comme une pierre d'osmose, de party, de partage. Une pierre de solution aqueuse, riche en minéraux, qui aime passer dans les grandes fractures de la Terre. Elle s'immisce dans les fractures géologiques. Elle vient passer par les endroits où la Terre est plus fragile. Elle met du beau dans le fragile, tu sais. Elle passe dans nos failles psychiques pour mettre du ciel partout. Elle met de la douceur sans limite, puis de l'infini partout. C'est comme une grande décoratrice de notre inconscient intérieur, l'amazonite, finalement. Moi, elle me fait penser au liquide interstitiel qui permet de nourrir les cellules de notre corps puis de faire en sorte que les cellules puissent communiquer entre elles. Donc, cette pierre assure une communication entre le bas et le haut. Elle assure comme le passage des trésors en termes de matières premières pour créer des minéraux bleus exceptionnels. Parfois, elle s'associe avec le quartz fumé. Entre autres, il me semble au Brésil, on trouve beaucoup de macles avec du quartz fumé. Elle aime, elle accueille. C'est une maman, c'est une très belle maman roche. Elle fait des bouquets de fleurs avec le quartz. Elle est très festive. Elle me rend joyeuse, en tout cas. Sa formation est aquatique. Tiens, c'est comme une belle sirène. Elle a une résultante. C'est une résultante d'un liquide qui se promène, hein? On n'est pas vraiment dans l'activité volcanique pure et dure, comme dans d'autres cas de figure, là. On est dans une soupe de minéraux qui remonte vers le haut, évidemment grâce à la pression puis à la chaleur d'une activité volcanique sous-jacente, mais le processus est relativement doux pour une histoire géologique. Donc, l'amazonite, c'est une remontée. C'est comme la pierre printanière des roches. C'est comme de la sève qui monte dans un arbre au printemps. C'est un bouquet de fleurs bleues rares et printanières. Tiens. Elle transporte beaucoup d'espoir, cette pierre magnifique. Elle est constituée de potassium, de silice, encore notre silice, elle est partout cette silice, d'aluminium et de plomb. C'est cet élément-là qui lui donnerait sa couleur bleue, en fait. Et là, j'ai lu dans un seul texte, mais je trouvais ça trop mignon, et peut-être d'oxygène. Ça me donnait le goût de prendre des grandes respirations. Donc, pierre relativement tendre, 6 à l'échelle de mots. C'est pas tendre comme notre calcite, mais c'est pas dur comme une agate. Donc, c'est comme entre les deux. C'est une pierre qui se taille très bien, en fait, de par sa tendreté, et qui est relativement une pierre qui se tient bien, mais qui peut se rayer, tu sais, disons que c'est une pierre sensible. Voilà, elle a quand même une certaine tendreté, comme j'ai dit. Notre amazonite, c'est une pierre connue des Égyptiens et des Mésopotamiens. Moi, eux,
Il attise mon imagination là, j'allais chercher, comme un stroboscope. Ça me rend très excitée de parler des Égyptiens. Ils l'utilisaient en ornementation comme une boule disco. Il m'émerveille comme une boule disco. Voilà. Il l'utilisait en ornementation il y a 2 ou 3 000 ans. Donc, encore une fois, c'est très, très, très vieux. L'amazonite accompagne l'homme depuis longtemps. Là, je vous parle, avant de parler d'autre chose, du mot amazonite, qui est une appropriation étymologique très intéressante, mais injuste. Injuste pas en termes de injustice, mais injuste en termes de c'est pas vraiment juste de dire que l'amazonite s'appelle amazonite parce que je vais vous raconter. Donc, c'est une drôle d'histoire que l'origine de ce mot. Il serait sorti de la bouche de l'explorateur espagnol. Là, je fais comme une mise en situation. Qui aurait découvert la pierre en découvrant le fleuve Amazon. Mais là, lui, dans sa tête, il l'a découvert, mais on s'entend qu'il ne l'a pas découvert. Là. La plupart des gens le connaissaient déjà. Et il se l'est approprié. Il s'est dit, tiens, voilà. Puis, il l'aurait vu en même temps que des femmes guerrières d'une tribu locale, probablement un peu à moitié habillées avec des arcs et des flèches. Et il se serait dit, waouh, ils sont comme les guerrières amazones des Grecs. Mais cette pierre avait un nom bien avant le 16e siècle, et ce, pour plusieurs cultures à travers le monde. Donc bref, l'amazonite, elle existait déjà dans la vie de l'homme depuis très longtemps, avant qu'on ait décidé de l'appeler comme ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'on doute même qu'à l'époque où ce monsieur espagnol l'aurait trouvé et nommé, il y aurait eu une quelconque présence d'un gisement d'amazonite près du fleuve Amazon. Donc on l'aurait confondu avec une autre pierre bleue. Mais bref, je passe vite sur cette méprise étymologique pour dire que moi, de toute façon, je l'associe aux Égyptiens et au peuple de l'Antiquité en général. Les Babyloniens l'associaient, eux, à la déesse Tiamat. Donc, eux, elle était associée beaucoup à l'eau salée, les étendues d'eau primordiales et tout ça. Et les Égyptiens, eux, l'associaient au renouveau, à la renaissance. En fait, ils la considéraient plus verte, mais moi, je la vois bleue. Je la vois bleue turquoise, mais bon, pour eux, c'était la renaissance, c'était le toujours vert, etc. Elle faisait donc partie intégrante de leur vie, de leur beauté, de leurs bijoux en général et de leur rite funéraire, d'où son importance primordiale. Alors, elle est avec l'homme des civilisations anciennes depuis qu'on polit des roches pour se faire beau. Là. Donc, elle fait partie de l'art ornemental depuis très longtemps. C'est une matière première qui sert à fabriquer des amulettes égyptiennes très importantes, comme le ouadj, j'espère que je le prononce comme il faut, amulette en forme de papyrus, qui ressemble un peu à une petite hache, je dirais, sertie d'or, qui fait partie des rites funéraires égyptiens. Elle est tellement incluse dans les rites funéraires qu'elle est prescrite par le livre des morts. Donc, c'est dire son importance. On la retrouve aussi dans les amulettes en forme d'escarabée, entre autres dans le trésor de Toutankhamon, qui est qui est le seul trésor complet qu'on ait retrouvé dans la vallée des rois, dans notre égyptologie moderne. Donc, cette égyptologie a 200 ans, c'est ce que je disais hier, en fait. L'égyptologie moderne a débuté en 1822, donc elle a 200 ans, cette égyptologie. Et la vallée des rois était un endroit même en Égypte ancienne, qui était pillé très rapidement. Et le tombeau de Toutankhamon a été préservé miraculeusement. Et on y a retrouvé des milliers d'objets, tous plus extraordinaires les uns que les autres, dont 2000 bijoux de formes différentes, dont plusieurs sont faits en amazonite. Alors moi, cette pierre a nourri mon imaginaire parce qu'elle fait partie, avec ses compagnes roches, tout aussi magnifiques qu'elle, la turquoise, le lapis-lazuli, la cornaline, elle fait partie des pierres pharaoniques. Rien de moins. C'est une pierre pharaonique. Donc, quand vous portez une amazonite, vous portez une pierre de pharaon et de pharaon. En fait, bon, pharaon, je pense pas que ça existe, mais bon, bref, il y a quand même eu Hatshepsut, qui était une reine qui s'est proclamée pharaon. Donc, on va se dire que ça existe. Donc, elle est une pierre qui a accumulé beaucoup de symbolique dans son histoire avec là. Elle est magique depuis longtemps. Moi, je la vois bleue. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je la vois bleue turquoise, mais parfois, comme j'en vois une juste à côté de moi, j'en ai sorti des brutes là, que j'ai coupées. Elles sont bleu ciel. Elles ont même bleu ciel, oui. Elles ont un petit côté bleu ciel, donc pour moi, elle est bleue. Et cette couleur, dans la nature,
est rare. Un bleu éclatant, un bleu pâle. Tu sais, c'est vraiment une couleur spectaculaire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette couleur, le bleu, est présente, est en abondance dans notre vie parce que les étendues insaisissables du ciel et de l'eau, on les voit bleus. Le ciel est bleu et on a le reflet du ciel dans l'eau qui fait qu'on a une terre bleue. Et c'est tellement ancré dans la tête des gens que l'eau est bleue que quand tu demandes aux enfants, d'emblée, là, tu leur dis « L'eau est quelle couleur? » Mais les enfants, ils répondent « Bleu ». Là, ensuite, ils réfléchissent un peu puis ils se disent « Ah non, elle est transparente. » Donc, on s'y fait prendre, en fait, facilement. Le principe du fait que les étendues d'eau sont bleues, il y a une part d'explication qui m'échappe ici, manquer de temps. J'aurais bien aimé ça pouvoir fouiller là-dessus, mais il y a une part scientifique ce que moi, je peux pas expliquer, qui fait que l'eau est bleue, de façon générale. Il n'y a pas comme une place où est-ce que l'eau est genre... Il y en a, là, où l'eau est rose, où l'eau est rouge, mais bon, bref, c'est la part de minéraux qui est dans l'eau, mais il y a une grande part qui doit venir du ciel qui s'est réfléchie aussi, et une part atmosphérique. Quand on regarde la boule de la planète bleue, il y a une part atmosphérique qui fait que l'eau est bleue. Mais bref, l'eau est pas bleue, l'eau est transparente, mais quand même, on l'associe au bleu, en général. Donc, le bleu, ben, finalement, c'est une matière extrêmement mystérieuse. Le bleu, c'est atmosphérique, ça s'attrape plus ou moins. On voit l'eau bleue, mais quand on s'approche, on se rend compte qu'elle est transparente. Le ciel est bleu, mais on ne peut pas vraiment prendre un morceau de ciel bleu. Donc, le bleu est intangible. Et le bleu existe peu dans la nature. Il existe peu de fleurs bleues, n'en déplaise aux romantiques. Tu sais, il existe la chicorée, la centaurée, la scie de Sibérie, le delphinium, le magnifique petit myosotis, qui sont quand même pas mal bleus. Mais pour la plupart des plantes bleues qu'on trouve, ou qu'on dit bleues, ça tire beaucoup sur le violet. Si on regarde de proche, on voit de l'indigo, on voit du violet, on voit un petit pervenche, une petite couleur lavande. Le bleu, c'est rarissime. D'où probablement l'attrait pour les pierres bleues. Ce qui semble bleu dans la nature, c'est souvent même pas un pigment. C'est souvent un trucage de la lumière. Comme les plumes de paon, par exemple, ou les ailes bleues des papillons morphaux. Ce que je lisais, c'est que c'est une façon que la lumière a de frapper sur les éléments qui composent la matière. Et puis, écoutez, on pourrait faire une émission complète sur comprendre les ondes lumineuses, ondes courtes, ondes longues, etc. Là, bon, c'est extrêmement complexe que ce monde de la lumière et de la couleur, mais tout ça pour dire que le bleu est rare dans la nature. Donc, 3 des pierres sacrées égyptiennes sont bleues. Ça doit pas être pour rien, parce que c'est rare. Donc, l'amazonite, le lapis-lazuli et la turquoise se réfèrent à l'immensité, à ce qui est sans limite. Le ciel, l'océan. 2 mondes inaccessibles pour l'homme. Il y avait 3000 ans, là, c'était inaccessible. Ça l'est encore pas mal. Je dirais que c'est 2 territoires qui sont peu explorés. Le ciel l'est un peu plus que le fond marin, mais c'est rare. Je dirais que dans la mer, il y a plus de couleur bleue. Ça sert à se camoufler, c'est quand même intéressant. Mais il reste que cette couleur est rare. Il n'existe pas de lion bleu, de chat bleu, ça serait... Ben, il y en a, le bleu chartreux, mais c'est pas bleu, c'est gris. Donc, c'est ça, hein? C'est le bleu rare. Ça réfère à quelque chose de très puissant sur lequel on a peu de contrôle. Mon Dieu, qui aurait cru que le bleu serait aussi complexe? Donc, l'amazonite, elle peut être turquoise, bleu ciel. Parfois, elle va avoir une texture qu'on appelle pertitique. Donc, ça veut dire strié. C'est comme s'il y avait une fibre de feldspath plus alcalin qui se mélangeait avec un feldspath potassique, d'où encore elle aime se mélanger. Et là, elle devient striée, souvent bleue et blanche. Donc, c'est le ciel, cette pierre. C'est le ciel sans nuages, c'est le ciel strié de stratus. Alors, je pense que je vais en faire un virlang. Ça, c'est trop drôle, le ciel strié de stratus. Alors, mais l'amazonite est vaste. C'est une pierre de ciel bleu ou de ciel avec un nuage. Intéressant, les feldspaths sont utilisés dans la fabrication du verre et des faïences.
dans lesquels il joue le rôle du fondant. La faïence, ça me fait tout de suite penser aux scarabées de terre cuite qui étaient recouverts de faïence bleue en général et qui était un objet très répandu en Égypte pour pouvoir copier le bleu turquoise ou imiter le bleu vert amazonite. Et c'était comme la façon abordable d'avoir des amulettes. On ne pouvait pas avoir l'amulette de pierre précieuse du roi, du pharaon et tout ça, mais on pouvait imiter le bleu qui était si prisé, en fait. Pierre de coquetterie, pierre de parure, pierre de beauté, pierre qui accompagne les morts dans leur voyage vers l'immortalité. L'amazonite, je l'ai dit, est partout dans le trésor de Toutankhamon. Elle repose avec lui là, dans son caveau funéraire. Elle est sur les pièces pectorales qui décorent sa momie. Elle participe à cette abondance d'objets tous plus magnifiques les uns que les autres qu'on a trouvés dans ce tombeau, qui est resté caché sous une tonne de gravats pendant 3000 ans ou 2000 ans. Il est resté avec ce roi, ce pharaon jeune qu'on voulait oublier. Toutankhamon, c'était le fils de Néfertiti et d'Akhenaton, qui étaient des souverains très controversés à leur époque. Ils avaient amené une façon spirituelle très différente. Ils avaient éliminé beaucoup de dieux pour en garder un seul, donc ils étaient extrêmement controversés. Là, on les aimait pas beaucoup. On a voulu effacer Toutankhamon. On a cassé ses représentations, lui enlever la tête, lui enlever les bras pour ne pas qu'il puisse avoir accès à l'immortalité. Et finalement, c'est devenu le pharaon le plus populaire de l'histoire d'Égypte et celui dont le nom est prononcé le plus souvent. Puis semble-t-il que de prononcer son nom nous assure une promesse d'immortalité. Donc c'est un beau pied de nez au destin, je trouve. Alors moi, ça me dit parfois il y a des trésors qu'on enfouit en nous, qu'on aurait intérêt à déterrer. Cette pierre, l'amazonite, c'est aussi le fard à paupières de ma mère dans les années 80. On aurait pu appeler son fard à paupières, tu sais, je sais pas quelle compagnie elle prenait dans le temps, là, mais on aurait pu appeler ça couleur amazonite. Il y avait aussi couleur bleu électrique, mais moi, je me souviens bien de ma mère avec sa couleur amazonite. Donc, pour moi, cette pierre, tu sais, c'est le raffinement, c'est le maquillage, c'est la coquetterie, c'est l'abondance du trésor intérieur. Moi, j'adore la coquetterie. Pour moi, c'est une manière de vivre. Hein. C'est comme un verbe d'action minuscule qui donne de l'énergie. Mettre un bijou, se maquiller, se parfumer, agencer les couleurs, gestes anciens, gestes profondément humains, gestes aujourd'hui associés aux femmes, mais je dirais à tort parce que les hommes en Égypte sont coquets. Ils se maquillent aussi, ils se parfument, il se fait beau, il a des beaux vêtements. L'homme ancien dans les sociétés néolithiques aussi, il se décore, il se maquille, il se pare, il s'embellit. C'est des gestes rituels qui donnent du pouvoir, qui protègent et qui rendent beau, qui rendent attrayant, qui sont des symboles de force, entre autres. Et moi, je dirais d'osmose avec la nature. Même les animaux le font. Ils vont se parer pour faire des parades nuptiales et ça fait partie de l'ordre naturel. Moi, je trouve la coquetterie. Puis ne pas être coquet aussi, c'est correct. Mais moi, j'en fais un peu... je suis un peu comme la défendresse de la coquetterie. Donc, être beau, c'est aussi important pour l'homme. C'est profondément humain que de vouloir se mettre beau. Et les Égyptiens, c'est des spécialistes de la beauté. Ils se parfument, ils se décorent. On a même trouvé des momies tatouées, là. Surtout des chanteuses et des danseuses. Donc, tout ce qui était l'apanage de la séduction, c'est extrêmement élaboré en Égypte. La séduction, elle est encouragée. Elle est culturelle. Elle est unisexe, hommes et femmes confondus. S'occuper de son apparence et de son corps, c'est tout sauf un péché. Je dirais même que c'était presque un précepte religieux, là. L'amazonite que je vous présente aujourd'hui, celle que j'ai taillée, elle est ronde comme un corps céleste. On dirait la planète Uranus ou la planète Neptune, tiens. Et quand je l'ai montée en bijoux, je lui ai mis 2 bélières de chaque côté. J'allais dire de la tête, mais j'ai mis 2 bélières de chaque côté. Et ça m'a tout de suite fait penser à Hathor. Hathor, c'est la déesse vache chez les Égyptiens. C'est la déesse de la beauté,
de la joie, du chant, de la danse, de la célébration. C'est la déesse des parties. Elle est représentée avec une tête de vache ou c'est une femme avec des attributs de vache, donc oreilles de vache et cornes de vache. Et entre ses cornes, elle tient le soleil. La forme que j'ai donnée au collier me rappelle directement Hathor, qui tient le soleil entre ses cornes. Ici, on ne tient pas le soleil, là, on tient comme Uranus ou Neptune. Parce que c'est pas vraiment un soleil, c'est plus bleu. Mais la forme me rappelle ce symbole-là, associé à cette déesse importante de leur panthéon. L'amazonite, c'est donc, pour moi, c'est une pierre de ciel, d'astres, de voie lactée, de corps céleste, d'infini, de soleil. Et c'est aussi pour moi la pierre des vaches. C'est une pierre pour célébrer Beltane. Et dans plusieurs peuples, ce que j'ai remarqué, c'est que leur cosmogonie inclut la présence d'une vache primordiale, d'une vache universelle. Il y en a une chez les Vikings. Évidemment, il y a une présence des vaches beaucoup dans tout ce qui est la cosmogonie indienne des Indes. Chez les Égyptiens, en fait, on apparente Hathor à la déesse Nut, qui est une déesse du ciel, celle où s'inscrivent les astres. Nut, elle avale le soleil le soir, puis elle le recrache le matin. Donc, elle a un très grand pouvoir. Hathor, pour moi aussi, est relié au ciel, en fait, à tout ce qui est céleste. Et d'ailleurs, on l'associe beaucoup aux pierres bleues, Hathor, à la turquoise. Donc, pour moi, elle est synonyme de ce renouveau, de cette beauté, de ce spectaculaire, de ce ciel. Bref, elle y est associée. Je ne peux pas parler de vache sans parler de la vache primordiale, la vraie vache primordiale de la Terre, je vous explique. Moi, je pense aux hommes du néolithique souvent. J'en ai parlé dans une autre émission sur les mammouths. Donc, cet homme extraordinaire qui est l'homme ultra ancien du néolithique habite souvent mes pensées parce que je le trouve extraordinairement cool. Et là, je me suis dit, bien avant les Égyptiens, ces hommes ont dû diviniser un bovidé de légende, le roc. Bête immense, 2 mètres au garrot, donc c'est plus grand que l'homme. Ça ressemble probablement plus à un gros bison. Une force colossale, une source de viande extraordinaire, de matières premières, de cornes pour boire de la bière. Donc, il semble-t-il que les Gaulois buvaient leur bière dans des cornes de roc. Et toutes les vaches actuelles ont le roc comme ancêtre commun. Le roc est partout dans les peintures pariétales européennes. Donc, il devait être une sorte de dieu. Et je comprends parfaitement qu'il puisse être devenu un symbole d'abondance, de fête et de survie de l'homme chez les Égyptiens. D'ailleurs, les Égyptiens, ils devaient côtoyer des aurochs où ils ont dû en voir. Je ne sais pas si c'était localisé seulement en Europe, mais ils ont dû voir des aurochs. C'est parce que ça fait pas très longtemps, en fait, qu'il a disparu, cet animal primitif. Le dernier auroch est mort en 1627, très précisément. C'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Donc, ça fait pas très longtemps qu'il s'est éteint. Et dans plusieurs cultures, c'est un symbole de bienveillance, le bovidé. C'est immémorial. Même quand Hathor devient cruelle, parce que cette déesse-là, parfois, elle devient cruelle. Et là, elle change de forme. C'est comme un Pokémon. Elle métamorphe un peu. Elle va finir par changer de forme quand elle devient cruelle. Elle devient Sekhmet. Elle change de nom aussi. Et quand elle devient cruelle, elle n'est plus une vache. Elle change carrément d'aspect. Elle devient un lion. Donc, quand elle n'est pas fine, elle n'est plus une vache. La vache, c'est un animal extrêmement bénéfique, doux, placide. C'est le lait nourricier, c'est la viande, c'est le maternel, c'est la nourriture. L'homme lui vouait un culte, mais dans certaines régions du monde, il lui en voue encore un. Elle fait partie de plusieurs cosmogonies à travers le monde, comme étant l'animal primordial. C'est un animal extraordinaire quand même que la vache, on l'oublie. C'est une force lente. Évidemment, je parle pas des taureaux qui ont un autre symbolique qui est beaucoup plus agressif, beaucoup plus dans le travail. Là. Mais là, non, je parle des vaches. La vache qui broute dans les champs. Là. Alors, j'ai appelé ce collier magnifique Hathor. Quand je la travaillais, la pierre, elle me chantait son nom. Elle me disait, là, j'ai pas hésité 2 secondes, je vais dire, OK, ça, c'est Hathor. Et je lui ai donné comme nom de famille la bonté. Hathor, la bonté. La vache est bonne, elle est calme, elle est lactée. Elle nous donne le fromage, les laitages,
la crème glacée, la crème fraîche, la crème fouettée. C'est l'engrais des champs aussi. Donc, elle est extrêmement bénéfique. Et moi, je suis sûre qu'elle parle avec les fées et les arbres. Oui. Donc, chez les Égyptiens aussi, elle est apparentée à Nout, qui emmène les défunts vers le ciel. Hathor aussi, elle a cette fonction-là. Elles sont comme branchées sur un autre monde, les vaches. Elle est la fête, la célébration, mais est aussi l'accompagnement des morts. Donc, elle est une sorte d'animal psychopompe qui permet de passer vers l'autre monde dans une grande bienveillance. Hathor, il nous rappelle l'importance de célébrer, l'importance de la coquetterie, l'importance de la beauté. C'est le plaisir d'être soi, en fait, la beauté, je trouve. C'est un plaisir qui s'acquiert avec le temps, avec l'âge. C'est justement un apprentissage qui demande la lenteur du pays des vaches. Hathor a son temple dans la ville de Dendera. On l'appelle d'ailleurs le temple de Dendera. Et il y a un adjectif aussi archéologique qui lui est propre. Le temple d'Hathor a des sculptures hathoriques. Donc, on peut s'approprier cet adjectif magnifique et se dire que nous aurons un mois hathorique. Alors, c'est bientôt Beltane. On a un petit teint gris, vert, relié à cette saison interminable qu'est l'hiver. On est fatigué. Et si votre énergie est basse, je vous suggère de célébrer la beauté. Je vous suggère de vous rendre dans un temple hathorique, de vous permettre de vous rendre dans votre temple de Dendera de quartier et de vous célébrer. Alors, je vous suggère de faire de l'osmose avec votre milieu, de partager vos ressources minéralogiques intérieures avec les commerces de votre quartier. Donc, mon temple hathorique à moi, mon temple de Dendera, je vous en parle parce que c'est un temple de beauté rebelle. C'est la boutique Kitchen Swell à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent. Moi, c'est mon havre de coquetterie. Une coquetterie totale, rebelle, colorée. Un ode à la nature dans toute sa splendeur. Un ode à la faune et à la flore de la planète. Ce temple de Dendera, il me fait un effet magique. Il me renouvelle. Tout ce que j'y vois est beau et me plaît et me fait du bien et m'enchante et me fait bien. Et d'ailleurs, je salue toutes les magnifiques femmes qui y travaillent. Ce sont de grandes prêtresses du beau. Mon beau à moi, c'est ça. C'est là. C'est le Kitchen Swell. C'est des imprimés à fleurs avec des écureuils, du léopard, du tigre, des hibiscus, des fougères, des boucles d'oreilles avec des fusées, des boucles d'oreilles avec des lapins, des robes rayées rouges et blanches qui me donnent l'air de la reine des pirates. Chacun son temple. Dans le mien, la musique festive, elle est rockabilly. On s'achète des jupes d'un autre temps pour danser, pour célébrer et pour chanter. Chaque fois que j'ouvre mon garde-robe, c'est une fête. C'est un party. Alors, votre temple de Dendera est peut-être beaucoup plus sobre que le mien, beaucoup plus posé, peu importe. Allez où vous êtes vous-même et où ce que votre œil regarde vous comble de beauté et vous met en beauté. Célébrez-vous dans votre immensité cosmique, dans votre unicité, dans votre vous. Moi, je célèbre le bijou qui est un joyau de coquetterie parce que la terre se fait belle en avril, elle fait pousser des fleurs. Et mon Dieu que les fleurs m'émerveillent tout autant que les roches, et elles m'émerveilleront toujours. C'est écrit dans mes gènes des merveilleuses. D'ailleurs, moi, je leur parle. Je leur dis carrément. Et si je suis une émerveilleuse, c'est grâce à ma grand-mère qui s'émerveillait aussi des fleurs et de bien d'autres choses. Née en avril, il y a 104 ans, elle était coquette, ma grand-mère. Elle avait toujours au cou des bijoux extraordinaires, tous plus colorés les uns que les autres et souvent extrêmement gros et imposants. Elle avait toujours du rouge à lèvres et une coiffure impeccable en vague comme une meringue blanche. Oh, ma grand-mère! Oh, mamie!
Je te salue dans ton ciel. Tu dois marcher lentement avec les vaches qui broutent le paradis, avec une trille rouge dans la main, puis de l'autre avec un bouquet d'herbes sauvages qui sentent le foin. En tout cas, oh mon Dieu! Soyez des vaches, mes fleuries, soyez des vaches. Suivez ma grand-mère dans les champs du paradis. Osez être qui vous voulez, sérieusement. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse écouter le conte. Il vous rappelle que on doit être forte et lente. Surtout en ce moment, où on demande tellement de vitesse et de miracles épuisants et impossibles au corps de métier féminin et au corps féminin tout court, finalement. Je salue toutes les infirmières et tous les profs qui souffrent de cette vitesse et qui souffrent de ce qu'on leur demande qui est, ma foi, impossible. Célébrez-vous, les filles, faites attention à vous. Les vaches, vous savez, ne se sentent pas coupables de brouter lentement dans le soleil. Elles savent qu'elles sont des déesses sur Terre et qu'elles méritent le respect. Le conte nous rappelle qu'on n'est pas toujours gentil avec les femmes et qu'on n'est pas toujours gentil avec nous-mêmes, surtout. Au début de l'émission, j'ai dit que le plomb était responsable de la magnifique couleur bleu-verte de notre amazonite. Cet élément-là m'a titillé. Je me suis dit, il n'est pas là pour rien. Je trouvais que c'était un élément trop intéressant pour pas en parler. Mais là, j'ai attendu pour comprendre vraiment à quoi il référait dans notre âme. Je pense que j'ai trouvé. En fait, le conte que j'ai écrit avant d'écrire le podcast m'a donné une petite réponse à tout ça. Je vous explique. Le plomb, c'est un métal lourd. C'est un élément toxique. Mais mon Dieu, que les femmes, peut-être les hommes aussi, je sais pas trop, mais les femmes, en tout cas, on a beaucoup de difficultés à s'aimer soi-même et à se trouver belle. C'est vraiment un problème social immense. On attend, avant de se trouver belle ou de s'aimer, d'être parfaitement guérie de tous nos problèmes, de tous nos défauts avant de le faire. On attend d'être parfaite avec notre vision de la beauté. Mais l'Amazonite, elle nous rappelle qu'on peut le faire même s'il reste des irritants toxiques dans notre psyché. Même si on doute. Même si des vieilles paroles méchantes remontent à la surface. Si on attend d'être propre pour s'aimer, l'Amazonite, elle nous rappelle que ça n'arrivera jamais. Il va toujours y avoir une part d'irritant. Il va toujours y avoir quelqu'un qui ne nous trouve pas belle. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va nous dire une niaiserie ou notre cerveau va le faire à la place des autres. Alors, il faut se célébrer. Là, j'allais dire envers et contre tous, mais moi, je n'aime pas cette expression-là. Je la trouve un peu plate. Alors, j'invente une expression qui, je vais dire, aimez-vous en face et pour toutes. Aimez-vous vous-même, même si vous avez une part de doute. Aimez-vous même si vous êtes toxique avec vous-même des fois, même si vous avez une part d'ombre. Alors, soyez une macle festive. Alors, le conte m'a rappelé cette sagesse, finalement. Si vous êtes jeune, célébrez votre jeunesse. Si vous êtes vieille, célébrez votre vieillesse. La coquetterie n'a pas d'âge. Ma grand-mère était coquette, même à 80 ans. La beauté, la coquetterie n'a pas de forme non plus. On se rappelle là, le joyeux bordel d'une marque d'Amazonite. Là. C'est ça. C'est pas des lignes nettes. Non. La beauté n'a pas de forme prédéfinie. La beauté, elle peut être inclinée. Elle peut être triclinique ou microcline. Si t'aimes ça mettre du rouge à lèvres, mets-en don. Si t'aimes ça mettre des souliers de course, mets-en don. Puis si t'aimes ça faire les deux en même temps, fais-le don. Va faire du jogging avec ton rouge à lèvres. Ah, mes rocheux, tiens, demandez à vos blondes de vous mettre du mascara ou du eyeliner. Faites de vous-même des pharaons. Soyez coquets. Puis au pire, ça va vous faire rire. S'embellir, c'est poser son esprit sur nos forces. C'est très sain, ça. Donc, ça permet d'être résilient, justement. Soyez des beautés résilientes. Entourez-vous d'Amazonite, pierre libre qui est belle, même si elle n'est pas toujours symétrique. Puis même si elle a un petit peu de plomb dans sa constitution. Je dis ça comme ça. Cliquez donc, je ne vous l'ai pas demandé encore, mais sur la petite cloche, je vais dire la petite roche, sur la petite cloche, mes rocheux, mes rocheuses. Faites de moi votre fée clochette de l'émerveillement. Je vous remercie infiniment comme le ciel bleu pour votre présence encore et toujours auprès de moi. Merci 1000 fois. Merci à vous tous et à vous toutes de faire exister notre chaîne de rocheuses, notre grand show rock de symboles minéralogiques enchevêtrés à toutes sortes d'autres affaires.
Alors, bonne écoute. Par un bel après-midi d'adolescence, on m'a traité de vache. J'étais interloquée. Je n'avais pas 4 pattes. Je ne ressemblais pas à une Holstein, ni à une Jersey. Peut-être un peu à une Highland. Mais je dois vous dire que je n'étais pas qu'une vache, mais une grosse vache. C'est alors que m'apparut l'Amazonite, la belle bleue dans ses voiles lactés d'azur, ses 2 mains bleues comme des fleuves dans lesquels se reflète le ciel, bien agrippée à mes épaules comme une vieille amie. Elle me dit « Ma chère, cette phrase était méchante, elle se voulait cruelle. Et pourtant, qu'y a-t-il de plus doux et de plus placide qu'une vache pâturant dans un pré d'herbes grasses, broutant le plus beau vert de la plaine, les plus belles fleurs d'avoine, et mastiquant lentement la paix la plus bleue du ciel. » Elle ajouta « Si on te traite de vache, dis merci, fais une fête. Les vaches, ma chère, sont des créatures de paix. Elles font des marches pour la lenteur, elles broutent l'herbe et les fleurs, mastiquent longtemps, elles réfléchissent. Elles regardent les feuilles à travers le soleil et elles lisent les pensées des arbres. Elles les entendent, elles y répondent, elles connaissent leur lenteur profonde. La chanson des vaches est une douce mélopée vers le ciel. Si on te traite de vache, dis merci. Si on te traite de grosse vache, dis merci 2 fois. Être une vache est une bénédiction. Être une grosse vache est encore mieux. Tu nourriras la terre entière de tes laitages et de tes voies lactées. Si tu es sauvage, tu as des cornes, tu es immense, tu sais te défendre. Si tu es ancienne, tu es une Euroque. Tu nourris des tribus, on te fait des offrandes, et plus tard, on te dressera des temples. Là, regarde-toi, tu vas trop vite. Tu marches trop vite, tu réfléchis trop vite, tu dors trop vite. Tu manges en marchant, tu penses en dormant, tu fais tout et n'importe quoi en même temps. Tu cherches quoi au juste? Moi, je pense que tu ne veux pas être une vache. Lève ta main, prends un morceau du ciel. Tu cherches la beauté partout alors qu'elle est ici, dans l'infini. La beauté, c'est toi. Ce morceau de ciel, je te le donne, moi, l'Amazonite, pour te rappeler que tu es belle parce que tu es toi, même si tu n'y crois pas. Sois une vache. Broute tranquillement avec les aurochs. Célèbre les beautés du temps lent. Vas-y, parle. J'écoute avec attention maintenant. Dis-moi tout. Dis-moi que tu ne te trouves pas belle, que tu n'es pas parfaite, que tu es vieille, que tu n'es plus comme avant. Je ne pleurerai pas avec toi. Je vais te trouver toutes les raisons possibles de faire une fête. Et savez-vous quoi? Je ne pouvais rien répondre à ça. Elle m'a donné un baiser sur le front et elle est partie comme elle était venue. Célèbre-toi. Tu es la plus belle vache qui soit.